On dédie cette étude à la mémoire du papa de Avraham Drogoziner qui nous écoute, Monsieur Arié Ben Nathan Drogoziner. C'est sa combienième année, Abraham? Tu m'envoies un message. Ça fait 3 ans. Voilà. Donc ça fait 3 ans, donc le papa de Abraham est Niftar. Et donc c'était quelques jours avant Pessah et son enterrement était très très impressionnant. C'était un moment très émouvant, extrêmement émouvant. Voilà, donc cette étude soit Leilou Nishmato et que lui aussi nous apporte, il nous apporte aussi du mérite et que cette étude aussi soit aussi pour la guérison de tous les malades actuels, parce que aussi c'est très impressionnant. On entend tout le temps les gens qu'on connaît qui sont malades. Donc, que cela apporte la refoua shlema et aussi que moi je ressens aussi la nécessité de percevoir dans cette période comme ça où on est enfermé, on est dans des grandes incertitudes et sortir dehors est un danger concret et effectif, ce qui est extrêmement impressionnant et toutes les valeurs du monde dans lequel nous vivons s'écroulent. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va aboutir. C'est comme d'un côté, c'est extrêmement impressionnant, d'un côté, c'est exaltant, mais bon, on est les gens sont globalement dans des grands dangers et qu'il ne sorte que des bonnes choses de ça et qu'on ait la force de vivre les choses positivement, avec joie, avec simcha et que cette période nous construise. Amen. Amen. Alors, donc, c'est pas encore la faute des Juifs. Bientôt, mais pas encore. Tout le monde est confronté à ça. Tout le monde est confronté à ça. Ce qui est très impressionnant. Voilà. Donc, on a commencé la semaine dernière à étudier le chapitre 53 du Gvurot Hashem sur les 4 fils de la Haggadah. Et nous avons vu, je reprends le texte de la Haggadah, si vous avez la Haggadah devant vous. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu, Keneged Arba'a Banim, Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shlo Yodea Ishol. Alors, il est source de bénédiction, le lieu. Le Maharal a expliqué pourquoi ici Dieu on l'appelle le lieu. Parce que le lieu où on se trouve est plus vaste que là où on se trouve, puisqu'il nous contient, il est plus vaste que nous. Donc Akadosh Baruch Hu ici est appelé Makom, en cela qu'il a donné la Torah, et par le fait qu'il a donné la Torah en tant que Makom. C'est-à-dire que la Torah est le lieu sur lequel nous nous développons. La Torah n'est pas un parti politique, n'est pas une vision des choses, mais est un lieu sur lequel on peut se tenir et se construire. Et c'est ça ce que la Torah dit, c'est une bénédiction
en cela la Torah envisage 4 manières types de poser des questions, de se positionner. C'est-à-dire, dans la Torah, il n'y a pas, voilà, il y a quelqu'un, il est dans la Torah, et quelqu'un, il n'est pas dans la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire beaucoup méditer en cela qu'on ne le perçoit pas tellement en France. Pas tellement en France. Enfin, si vous voulez, par exemple, moi, je fais partie du monde orthodoxe. Voilà. Disons les mots. Je l'assume, je n'ai pas de problème du tout avec ça. Maintenant, il y a des gens, ils ne sont pas dans cette mouvance, d'accord? La Torah, ce n'est pas une mouvance. Ce n'est pas une mouvance. C'est un lieu. Et c'est ça, c'est une source de bénédiction. C'est que la Torah prévoit à 4 endroits dans la Torah, si ton fils te pose la question, alors il pose une fois la question d'une manière, un autre fils la question d'une autre manière, un autre pose d'une autre manière, et même il y en a, il ne pose pas de question. Eh bien, la Torah s'adresse à l'un, s'adresse à l'autre, et à son mode d'expression à l'un, son mode d'expression à l'autre. Il n'y a pas qu'un mode d'expression. On n'est pas en train de promouvoir un judaïsme féministe, vegan et biodégradable et post-corona. Donc, il n'y a pas un judaïsme. Il n'y a pas de judaïsme du tout. Il y a un Hachem et le lieu dans lequel les enfants juifs peuvent se développer et à laquelle la Torah s'adresse d'une manière et d'une autre manière. Mais Baruch Shenatan Torah l'amo Israël, il est Baruch qui a donné la Torah à Israël. C'est grâce à la Torah qu'on peut se positionner, on peut trouver un langage, un autre langage. La Torah, elle s'adresse aux enfants, elle s'adresse aux adolescents, elle s'adresse aux adultes, elle s'adresse aux personnes âgées. C'est pas pour, il n'y a pas qu'une manière de s'adresser. Keneged Arba Banim, dit Brator. Donc, le Maral relevait. Avant de dire le nom de Dieu Makom, on dit qu'il est source de bénédiction. Et une fois qu'on a dit le nom Makom, tout de suite on répète il est source de bénédiction. C'est-à-dire qu'on est plein d'émotions que la Torah nous donne la possibilité à chacun de trouver son angle d'approche. L'un, ça va être d'une manière, l'autre, ça va être d'une autre manière, l'autre, ça va être encore d'une autre manière. Et ça, c'est une bénédiction et on est ému de ça. Maintenant, il y en a 4. Echad Haram, Echad Racha, un Tam et un qui ne s'est pas posé des questions. Alors, nous avons vu dans le Maral, alors pour les personnes qui viennent pour la première fois à notre étude, j'appelle ça une étude, j'appelle ça une étude et pas une conférence. Et pas une conférence, en cela que c'est un travail collégial ensemble, on découvre le texte, on travaille le texte. Donc là, c'est intéressant par la vidéoconférence qu'on peut discuter, on peut échanger. Alors, le Maharal pose la question qu'on aurait pu dire un tzaddik et un racha, un tam chez Noyodesha. Mais pourquoi chacham et pourquoi racha? Alors, il dit que il y a 4 manières structurelles d'aborder les choses. Donc ça, c'est la manière du Maharal. Le Maharal a une approche analytique et structurelle. Voilà. Je suis désolé de prendre des mots un petit peu pédants, mais le Maharal, c'est difficile de ne pas être pédant quand on fait du Maharal. C'est difficile. C'est comme ça. Le Maharal a un background
un background d'un langage philosophique. On en a plein de fois parlé de ça, parce que au XVIe siècle, j'ai appris d'un de mes maîtres, monsieur André Frankel, à la Vachalom, qui est à Strasbourg. Frankel nous disait que le Maharal a appris la Kabbalah avec des maîtres megourchés séfarades, expulsés d'Espagne. Le Maharal, c'est la génération juste après l'expulsion d'Espagne. Et là-bas, en Europe centrale, où il était, parce que si je ne m'abuse, il est né à Poznań, en Pologne, et il a vécu bien évidemment à Prague. Mais là-bas, Prague, j'ai coutume de dire que Prague, c'était un peu le Harvard de l'époque. C'était un centre économique, politique, culturel central. Et là-bas, donc, il a appris avec des maîtres de la Kabbalah expulsés d'Espagne. Et en Espagne, la culture de l'Espagne, c'était les concepts philosophiques. C'était comme ça. C'était comme ça. Et j'ai vu dans un livre que le livre base sur lequel le Maharal a travaillé sur son langage pour enseigner son enseignement, c'est le Neve Shalom de Rabbi Avraham Shalom. Le livre se trouve, vous pouvez trouver sur Hebrew Books et sur Otsacha Chochma. Et le langage, c'est un langage purement philosophique, écrit en Espagne. Hein. Même les grands kabbalistes qui s'opposaient à la philosophie de l'époque avaient grandi dans le langage philosophique. Ce étant, le Maharal donc aborde les choses de manière d'une analyse. Alors ici, il va dire comme ça. Dans la connaissance, il y a 4 modes dans la connaissance. Un, c'est celui qui ajoute à ce qu'il apprend. Il apprend quelque chose, il ajoute. Ça, c'est le chacham. Alors, la semaine dernière, plusieurs d'entre vous avaient dit très justement, c'est quelqu'un qui arrive à trouver une A. Je crois que c'était Guy Morioussef. Est-ce que Guy est parmi nous? Monsieur Morioussef de Natania? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. C'était Guy avait dit la semaine dernière que le Chacham, c'est celui qui arrive à sortir du côté anecdotique et à sortir la pensée qui sous-tend les cas dont on parle. Ça, c'est la Chokhma. Il ajoute le Chacham, Ishma Chacham ve Yosef Leka. Le Chacham écoute et il rajoute quelque chose. C'est le Chacham. Donc ça, quelqu'un écoute la radio là peut-être? Oui, bon. Le Chacham rajoute. Maintenant, le Tam, c'est celui qui va dire Mazot. Alors, le Maharal dit quelque chose de très, très, très important ici. Le Tam, nous on pense que c'est un petit peu le bébête, hein? Le Nigo. Il dit non, pas du tout. Le Tam, l'expression du verset, c'est Mazot. Mazot, c'est celui qui constate quelque chose. Constater, c'est une grande dimension de connaissance. J'ai pris un exemple la semaine dernière. Lorsque, au début janvier, en Chine, il y a des médecins qui ont constaté qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait, tout de suite, ils ont été envoyés en prison. C'est beau, c'est magnifique. J'adore. Ça veut dire que constater quelque chose et demande une liberté. Il faut être libre pour constater quelque chose. Parce que nous, on a tout le temps des a priori. Je
prends un exemple. Nous, les Français, en face de là où j'habite, là, je vous parle de 43 rue des Orteaux dans le 20e. En face, il y a l'école qui est fermée là maintenant, mais il y a un collège, Henri Matisse. Le collège Henri Matisse, je dirais sur 100 élèves, il y a 2 caucasiens, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que... Non, c'est... Damien, tu rigoles pas, non, non, bon. Il y a 2 caucasiens sur 100. Alors moi, ça m'a intéressé quand même, ça fait 10 ans qu'on habite là, ça m'a intéressé. Comment est-ce que dans les programmes à l'école, les enseignants des collèges ont une formation particulière pour aborder une classe où sur 40 élèves, tu as 2 Français de souche, quoi, ou un Français de souche. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a une formation? Alors, il y a quelques années, pas maintenant, mais il y a 8 ans, 9 ans, en arrivant dans le quartier, je me suis procuré des livres sur les programmes scolaires, la formation des enseignants, etc. Alors, dans la formation des enseignants, si je fais erreur, dites-moi. Franchement, moi, je suis là pour apprendre. Hein. D'après ce que j'avais lu, ils n'ont pas les enseignants n'ont pas, par exemple, ceux qui passent le CAPES, etc., n'ont pas une formation spécifique comment enseigner dans une classe de la France des couleurs. Pourquoi? Parce que ce serait prêter le flanc à l'extrême droite. Moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas prêter le flanc à l'extrême droite, mais il y a une réalité qui est en face de nous. Aborder, par exemple, quelqu'un qui est d'extrême droite ne voit pas la réalité. Il a déjà une thèse. Quelqu'un qui est de gauche ne voit pas la réalité. Il a une thèse. Voir la réalité, l'aborder, voir, regarder la réalité, c'est une dimension de la connaissance. Ça, c'est le TAM. Ça, c'est le TAM. C'est le début de la démarche scientifique. Comment? C'est le commencement de la démarche scientifique. Qui c'est qui parle là? C'est Marc. Oui, Marc. Oui, c'est ça. J'avais rapporté mon père qui était médecin. Souvent, il me disait qu'il y a une matière en médecine qui s'appelle la sémiologie, c'est-à-dire regarder les symptômes, distinguer les symptômes. Avant de faire un diagnostic, il faut regarder les symptômes. Parce que des fois, oh, c'est une grippe. Tu as déjà ton idée. Tu as ton idée. Ah, c'est une coqueluche. Tu as ton idée. Et peut-être pas. Regarde. Donc ça, c'est le TAM. Et Vincent Guinard-Samuel, qui était avec nous la semaine dernière, je ne sais pas s'il est avec nous là maintenant, Vincent disait que ça, c'est une très grande qualité. Ça veut dire qu'il faut pouvoir s'abstraire, il faut déjà connaître beaucoup pour pouvoir s'abstraire de ces connaissances et aborder les choses. Donc ici, c'est une innovation que le TAM est une dimension importante de la connaissance, différente du Chacham. Maintenant, chez nos Yodé Alishol, donc ça, effectivement, ça c'est un manque dans la connaissance. Donc si vous voulez, il y a 3 degrés. Il y a le plus dans la connaissance, c'est le Chacham. Il y a la connaissance en tant que telle, c'est le Tam. Et il y a la déficience dans la connaissance. Ça, c'est chez nos Yodé Alishol. Et le rachat, alors, lui, c'est un plus dans la négativité, dit le Maharal. Alors, on a eu du mal la semaine dernière à le définir. Et en laissant un peu les choses décanter, il me semble, si vous voulez, c'est celui qui a une théorie. Il a une théorie. Ces choses sont dépassées. Ces choses,
ces choses, c'est moyenâgeux. Il a une théorie. Cette théorie lui empêche. La théorie, elle est en plus. Oui, vous savez bien que l'interdit de manger du porc, c'était parce qu'ils étaient dans des pays chauds, mais maintenant qu'il y a des congélateurs et la chaîne du froid, si elle est respectée, il n'y a absolument aucun problème de manger du porc. Là, si vous voulez, ça c'est une théorie. Il ne cherche pas à aborder la chose comme elle est, selon ses critères à elle. Il a déjà sa théorie. Oui, évidemment. Oui, le judaïsme rabbinique est à comprendre dans un certain contexte. Donc ça, il a une thèse qui l'empêche d'aborder la chose. Il a une thèse. Voilà. Donc c'est un surplus qui l'empêche de voir la chose. Donc ça, il y a deux surplus. Un surplus qui ajoute, un surplus qui, quelque part, en ajoutant, il enlève. Il y a la réalité en tant que telle, ça c'est le tam, et il y a le manquement, celui qui ne s'est pas posé de questions. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le résumé de la semaine dernière. Maintenant, il y a 4 questions. Effectivement, dans la Torah, on avait vu bien dans les détails, je vous redonne les références, hein, j'ai écrit là les références. Dans Parashat Bo, il y a 3 questions, et dans Parashat Veitranan, il y a une question. Quand ton fils te posera la question, quand ton fils te posera la question, quand ton fils te posera la question, et un, Vigata le Mincha, tu raconteras à ton fils ce qu'il n'a pas posé la question. Voilà. Pourquoi ? Parce que la Torah, dès le départ, dès avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui se transmettra de génération en génération, et de génération en génération, surtout quand vous rentrerez dans la terre de Canaan, vous vous installerez, et il y aura un moment où ce que vous faites paraîtra un rituel dépassé, et vos enfants vous questionneront pourquoi ce rituel, etc. Eh bien, il faudra savoir répondre. Il faudra savoir répondre. OK. Maintenant, les 4 questions, comme elles sont, les 4 cachies, comme on dit en yiddish, les 4 cachies, les réponses données dans la Torah ne sont pas les réponses que les Tanaïm dans la rédaction de l'Agada, ce n'est pas les mêmes réponses. Ça va être le problème que nous allons voir ensemble. Hein. Bien. Alors maintenant, on prend le texte du Maharal. Alors, dans l'édition Eunig du Maharal, la page Resh Lamed Aleph, le Fikar, Elou Arba Banim Kolim Kol Chelke Abanim. C'est bon? Notre ami Shalom, vous avez le texte? Oui? J'essaie de voir un peu qui c'est mes copains là. Ok. Salut Jonathan. Ah voilà, monsieur Man Youssef, il nous a rejoint. Salut Rav, salut, bonsoir. Super, ok, c'est parti. Alors, on reprend la page Resh Lamed Aleph en haut, la colonne de gauche. Le Fikar Elou Arba Banim. Le Fikar Elou Arba Banim Kolelim Kol Chelke Abanim. C'est pourquoi ces 4 fils englobent toutes les catégories des enfants. Ve'enod Acher Zulat Elou. Il n'y a pas d'autres possibilités. Imish aussi Bechokma. Il y a celui qui rajoute sur la connaissance, c'est le Chacham. Miachalem Beyedia, celui qui a la connaissance parfaite,
Ça, c'est le tam. Vimapachot bechorma, celui qui est déficient dans la connaissance, celui qui ne s'est pas posé de questions. Les choses se passent, bon, il est là, bon. Vimacher ou efer chacham. Et celui qui est le contraire du chacham. Chez chacham bemet laskil, celui-là est chacham véritablement pour comprendre. Il pose une question pour rajouter, comme dit le verset que je vous ai rapporté il y a quelques minutes. Yosef chacham, Ishma chacham ve Yosef lekar. Il écoutera le chacham et rajoute une acquisition. Et l'autre, de la négativité, part de l'hérésie. Alors c'est là-dessus, on a eu du mal la semaine dernière, mais il me semble, je propose de dire que lui, en cela, il est chacham, en cela qu'il a une théorie, si vous voulez. Une théorie, il a une capacité d'abstraction. Mais cette capacité d'abstraction l'empêche d'aborder la chose. Le quart, Magdim Achacham, c'est pourquoi il fait précéder le Chacham, Varakar Efer Shelo, le contraire, Shua Rasha, Kafachim Yeshlam Yedia Achat. Alors là, le Maharal, en liberté, lâchez le Maharal, c'est parti. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, encore une fois, excusez-moi, au risque d'être lourd, pourquoi le Maharal écrit ces livres? Alors, bon, je l'ai dit à plusieurs fois, mais comme il y a des gens qui viennent pour la première fois, je me permets de le redire. Le Maharal, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, était à Prague. Et à Prague, c'était la Renaissance. Et à la Renaissance, il commençait à y avoir des Juifs qui allaient à l'université, en particulier en Italie, à Bologne. Et c'était l'époque de l'humanisme et l'époque donc du boom de la connaissance, de la Renaissance. Et beaucoup de gens qui étaient en contact à la manière occidentale d'aborder des choses étaient choqués par la manière dont notre tradition abordait les choses. Ça leur paraissait, si vous voulez, tu vas à l'université à Harvard et la communauté, ça leur semblait la recette du couscous, quoi, le couscous boulette. Le Talmud est déstructuré, ils n'ont pas. C'était Rabelais de cette époque. Rabelais ne disait-il donc point ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et science sans conscience est une ruine de l'âme. Alors, il voit le Talmud, là, on ne voit pas la conscience, on ne voit pas ce qui se conçoit clairement. C'est brouillon, ça a l'air d'être des mythes, ça a l'air d'être du rituel, voilà. Donc, le Maharal est sorti de la réserve habituelle pour montrer qu'il y a une science extrêmement rigoureuse, que les paroles de nos maîtres répondent à une analyse extrêmement rigoureuse et extrêmement profonde. Ça, c'est pour ça qu'il écrit livre sur livre pour cela. En particulier, il y avait un grand humaniste juif qui s'appelait Azariadi Rossi, qui était à Bologne, qui a écrit un livre, Meor Enaim, et Meirat Enaim, dans lequel il conteste beaucoup les passages du Talmud. Donc, voilà, c'est pour vous donner le contexte. Donc, lui, il a analysé. Il y a le trop, le juste, le manque et le trop dans l'autre sens. Si c'est ça, il eût été légitime d'écrire Chacham, Tam, Sheno Yoda Lishol et le rachat. Pourquoi
nos maîtres ont-ils écrit Chacham et Racha. C'est ce qu'il va analyser maintenant. Le cas Magdim à Chacham, c'est pourquoi il fait précéder le Chacham, Vachar et faire Shelo, après le contraire du Chacham, chez Racha, qui est l'impie, qui a Fachim, Yeshlaem Yedi Achat, car les contraires ont une connaissance, qui Minatov Nikar, Oto Sheura Sheo Efero. Rabotai, je veux, j'exige, j'exhorte que vous m'expliquiez ce qu'il dit. Et toc dans les dents. Je reprends, je traduis, parce que je vais être bon. C'est pourquoi il fait précéder le Chacham, ensuite son contraire, qui est l'impie, car les contraires ont une connaissance, car du positif, on reconnaît celui qui est négatif, qui est son contraire. Ensuite, il dit dans le sens normal. Le tam et chez nous Yodalisho. Allez, à vous de jouer, là, j'ai rien à dire. Nous, allez, dribbler. Dans un sens simple, si celui qui énonce ces grandes théories, il le fait et qu'il a personne en face de lui pour défendre ce que la Torah a apporté, il est convaincant. On va l'écouter. Donc, de les mettre en face, ça fait voir par la différence des prismes. Et que c'est ce que vous dites par rapport à la démarche, qu'il répond à De Rossi. Ils prennent le même objet et il lui répond directement pour montrer que la tradition, elle défend quelque chose. Alors que De Rossi tout seul, c'est très intéressant. On a envie d'écouter. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Hein. C'est parfait, avec une petite nuance. Oui, c'est très très bien, Khazak. Hein. Parfait. C'est-à-dire, si on mettait le rachat en tant que tel, je vais rien dire de plus que ce que tu viens de dire, Damien. C'est parfait, c'est très intéressant. En vérité, presque, tu l'écoutes, il est convaincant. Par contre, tu le mets à côté du Chacham, là, il y a un problème. Là, tu te rends compte qu'il est rachat. Tu te rends compte qu'il est déphasé. Mais si tu l'avais mis en tant que tel, tu ne te rends pas compte. C'est en les mettant l'un à côté de l'autre que l'un se positionne dans un sens et l'autre se positionne dans l'autre. Et tu te rends compte qu'il y a un Chacham et il y a un Racha. Mais si tu l'avais mis en tant que tel, comme dit Damien, et c'est ce que dit le Maharal, en vérité, c'est ce qu'il dit le Maharal, en vérité, c'est un Chacham. Tu te dis, mais il est formidable. Hein. Oh là 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 là, j'ai entendu Tartampion, là. Mais vraiment, hein. Super convaincant. Hein. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mets-le à côté du Haram, tu vas te rendre compte. Parce que là, tu vas voir qu'il y a un antagonisme. Là, tu te rends compte de l'antagonisme. Tu vas voir que l'un, il est Chacham et l'autre, il est Racha. En fait, on dirait des mots du Maharal qui appelle aussi le Racha Chacham. Non, il n'a jamais dit qu'il est Chacham. Oui, parce qu'il dit, il est, une seconde. Il est traquem, il est traquem. Il ajoute quelque chose. Il ajoute quelque chose. Il a une capacité d'abstraction, de théorie, si tu veux. Une théorie, c'est plaisant. Parce qu'en ce qui concerne le rachat, il dit Vezé chacham behemet lehaskil, donc ça c'est le chacham. Vezé lehara bedivre minut. Comme si ça s'applique aussi. Donc, il y en a un qui est chacham lehaskil, il y en a un qui est chacham lehara, on dirait de cette phrase-là, non?
Oui, c'est ça. Il y en a un. En vérité, c'est pas une. Il se fait pas mousser par sa capacité d'abstraction. C'est pour rajouter, c'est pour comprendre. Les haskell, pour essayer de comprendre. Il pose des questions pour essayer de comprendre, pour essayer d'aller plus loin. Et l'autre, il pose des questions pour démolir en vérité. Tu ne te rends pas compte, mais c'est en le mettant à côté du Chacham que tu te rends compte qu'il est en train de démolir. Est-ce que c'est pas une opposition... Si tu l'écoutais en tant que tel, tu ne t'en rendrais pas compte. Est-ce que ce n'est pas une opposition nécessaire? C'est-à-dire que sans l'existence du rachat, le Raham ne pourrait pas dégager cette vérité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette opposition, il dit la connaissance est un. C'est-à-dire qu'on est nécessairement... il faut qu'il y ait nécessairement cette opposition pour que le Raham dégage quelque chose, quoi. Mais c'est bien pire que ça. Donc, si tu vas dans ce sens-là, cela voudrait dire qu'en soi, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Ah, c'est ce que je pense. Enfin, c'est ce que je sens. Que l'un par rapport à l'autre. Je ne vais pas dans votre sens. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Non, je n'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Il y en a un, il est Chacham le Haskil, et l'autre, tu te rends compte qu'il est le Hara. Il y a une petite d'ordre inverse. Comment mais par exemple, par rapport à la remarque de Arnaud, qu'il y a une nécessité peut-être à ça métaphysique, c'est vrai que le Maharal est sorti de ses gonds par son œuvre intemporelle. Presque, quand on a l'habitude de faire du Maharal, on se rend compte qu'il y a un souffle quasiment prophétique dans le Maharal. Et c'est peut-être grâce au fait qu'il avait en face de lui des antagonistes qu'il a fallu qu'il sorte le fond de notre tradition, comme Maïmonide à son époque, comme Hirsch quelques années après, quelques siècles après, ou peut-être le Baal Shem Tov à son époque aussi, où les désarrois qui se vivaient à leur époque, ils ont forcé à sortir la substantifique moelle. Ok, c'est bon, je crois que c'est clair, mais ici, c'est pour ça, je vous prie, vous n'êtes pas d'accord, je ne demande pas que vous soyez d'accord avec ce que je dis, hein, que des gens qui sont chacham, mais pour casser la tradition juive, peut-être que ça ne sert à rien de discuter avec, ça ne sert à rien de faire un colloque avec. C'est soit toi, tu es ce que tu es, le fait que tu es ce que tu es, le rachat lui-même, on va se rendre compte qu'il est rachat. Pas besoin de prouver qu'il est rachat. Le fait que la juxtaposition, ce n'est pas le dialogue, c'est la juxtaposition de l'un à l'autre, on se rend compte qu'il y en a un, il est en train de, en vérité, son analyse brillante est dans un sens de destruction. Et moi, c'est ce que j'entends dans le Maharal. La juxtaposition va faire que là, on se rend compte finalement qu'il est l'Hara. Parce que nous, instinctivement, on dit oui, il faut dialoguer sur les arguments. Ce n'est pas les arguments, ça ne sert à rien, parce que les arguments, tu peux les tenir dans un sens, dans l'autre sens. Ça ne sert à rien. Si l'on admettait que l'un a besoin de l'autre, cela voudrait dire que l'un et l'autre sont insuffisants. On ne dit pas que l'un a besoin de l'autre, ou tu as vu que l'un a besoin de l'autre? C'est ce que dit Arnaud. J'essaie de réfuter la thèse d'Arnaud. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que j'ai manqué un épisode. Un besoin. À un moment donné, Rav, tu disais quand même qu'il n'y avait pas là d'antagonisme parce que, entre le Chacham et le Racha, parce que sinon on aurait dit le Tzadik et le Racha. Pourquoi là maintenant on a admis, je vous ai sauté un moment là, oui. Je pense. Non, il dit s'il y a un antagonisme, c'est un antagonisme, c'est un pur contraire.
C'est un pur contraire. Pourquoi ils sont l'un à côté de l'autre? Parce que la juxtaposition, si, je reprends ce qu'a dit Damien, et on va avancer si vous ne voulez pas d'inconvénient, que la juxtaposition, c'est que si tu avais le rachat en tant que tel, tu ne te rendrais pas compte qu'il est rachat, tu dirais qu'il est brillant et qu'il est convaincant. Mais la juxtaposition avec le Chacham va faire que tu te rends compte qu'en vérité, sa Chochma, elle est dans la destruction. Une fois que les choses ont été dites, mais je rajoute un point, c'est qu'a dit Arnaud, sans si je peux me permettre, sans forcer le trait, que le Chacham, effectivement, peut-être aussi aura une nécessité de développer sa Chochma dans la mesure aussi qu'il y a le rachat qui va le forcer à sortir, sortir quelque chose. Voilà. Alors, donc c'est pour ça que l'ordre est le suivant. L'ordre, premièrement, Chacham, Racha, et ensuite, bon, il dit, Vacharkar, Sidram, Kaseder, et ensuite, il les met dans l'ordre. Donc, il y a le Chacham, donc les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah qui ont rédigé la Haggadah, puisque la Haggadah, c'est de l'époque de la Mishnah, ce sont des Tanaïm, puisque c'est cité dans la Mishnah, et c'est aussi presque intégralement dans la Mechilta de Rabbi Ishmael. Si vous voyez la Mechilta de Rabbi Ishmael sur Shemot, vous avez presque intégralement la Haggadah de Pessah. Donc les Tanaïm, dans leur esprit quasi prophétique, ils mettent le Chacham et tout à côté le Racha, puisque ce sont des antagonismes, et par leur antagonisme, l'un se positionne comme Chacham et l'autre, le Efer, c'est le Racha. Une fois qu'on a mis ces catégories, on dit Keseder, le Tam, qui est la connaissance en tant que telle, et Sheno Yodalishol, celui qui est dans la déficience de la connaissance. Le Yesh Tishol basé. Il y a lieu de poser la question Shara Chacham et No Shoel Binyan Pesar Davka. Alors, maintenant, prenons la Haggadah. Vous avez la Haggadah, je la lis pour ceux qui n'ont pas la Haggadah devant vous. Chacham Ma ou Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Ma edod vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu et quels sont ces témoignages, ces décrets, ces lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné? Ce verset se trouve dans la parashat Va et Tranan et ne parle pas du tout de Pessah, de Makat Bechorot, de rien du tout. Ça parle des mitzvot en général. Yesh Tishol basé. Il y a lieu de poser la question. Sharei Chacham et non Shoel Binyan Pessah Dafka. Sa question n'est pas strictement par rapport à Pessah. Sharei be Parashat Chacham, dans Parashat Vaetranan, lo niskar shum davar minyan Pessah. C'est pas mentionné dans sa question du tout Pessah. Rag bechol mitzvot. C'est de manière très générale. Chez Neymar, on a vu les versets la semaine dernière. Chez Neymar, ma'edod vachukim vamishpatim. Vimken. Lama evi raya misé l'inyan à Pessah. Pourquoi donc, quand le Baal Haggadah, les rédacteurs de la Haggadah, vont nous dire que la Torah parle de Pessah de 4 manières différentes, qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? Vechen betam, de la même manière, le tam, donc le tam, il se trouve dans Parashat Bo, à la fin de Parashat Bo, au sujet de Pidyon Aben, Pidyon des Bechorot, comme on l'avait vu la semaine dernière. Vechen, Beptam, Shelo Niskar, Klal, Beshat Atam, Inyan Pessah. Dans la question du tam, il n'y a pas Pessah mentionné. Et là, Neymar, Etzel, Peter, Hamor. Quand on doit racheter un ânon contre un agneau. Vavarta kol Peter Chechem, Vaya Kishalcha Bimcha, Machar, Mazot, Vamarta Elam, Bechozekeo, Tzianu Hashem, Bimitzrei.
De plus, Veod, Are, à Torah, Lo Natna Ateshuva, les Ben Achacham Kar Klal. Et la réponse au Chacham dans Parashat Vetranan n'est pas du tout la réponse donnée dans la Haggadah, puisque la réponse donnée dans la Haggadah, c'est oui, Vamarta Elav, oui, Kilchot Apessar, et Arar Apessar Afikoman. Après avoir mangé le Korban Pessar, on ne prend pas de dessert. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit là-bas par Parashat Vetranan. Et là, Tchouva I, Vamarta Elav, Avadim, Aïnou, les Paro et Mitzraïm, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Yotzianu Hashem, Beatratzakav, Zranu Tuya, Hashem, la sorte, et que Dieu nous a, l'Éternel nous a ordonné de faire tous ces décrets. Vekan, Nathan, Shuva, Acheret, Shena, Betorakal. La réponse. En maftirim arar pesar afikoman. On ne prend pas de dessert après avoir mangé le sacrifice de Pessah. Ce n'est pas du tout dans la Torah. Vechen. C'est la Racha Beparashat Bo, au sujet du fils Racha, qui demande Ma avoda azot lachem. Ma avoda, oui. Ma avoda azot lachem. Là-bas, c'est écrit Va marta zeva pesar ou lachem dans chapitre Yud Bet de Parashat Bo. Vechen etzel la Racha Parashat Bo, Atshuva alma avoda azot lachem. C'est quoi ce service pour vous? Avec une main forte, Dieu nous a sortis d'Égypte. Et l'auteur, enfin les maîtres qui ont rédigé la Haggadah, donnent une autre réponse. C'est écrit, c'est pour cela que l'Éternel nous a fait ce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Qui est la réponse? Qui est ce qu'on dit à celui qui ne s'est pas posé de question? Donc, en vérité, vous comprenez que quelqu'un qui a fait l'université, l'université, ce n'est pas l'université aujourd'hui. Quelqu'un aujourd'hui qui fait l'université, je ne sais pas, je ne veux pas porter, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'université aujourd'hui. Là, que disent nos amis, là? L'université aujourd'hui. Ouais, mais dans l'université, imaginez l'université au XVIe siècle, ceux qui allaient à l'université, c'était les very important personnes, c'est VIP. Donc là, ceux qui allaient à l'université de Bologne, c'était vraiment l'élite de l'élite. Ils voyaient ce texte de la Haggadah, ils disaient c'est n'importe quoi, on dirait une salade de fruits, c'est n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Franchement, ça me fait mal au cœur. J'ai honte d'être juif. Voilà ce qu'ils vont te dire. Je lis la Haggadah, j'ai honte. Voilà. Aïe, quand même. Alors, est-ce que ça vous a scandalisé jusqu'à ce soir, là, la rédaction de la Haggadah? Perturbé. Qui c'est qui dit ça? C'est moi. C'est qui, toi? Jonathan, ça t'a perturbé? Oui, ça m'a toujours perturbé. Hein, que ce n'est pas du tout les versets de la Torah. Hein, c'est bizarre. C'est très bizarre. Très bien. On continue. Alors, c'est écrit au sujet chez No Yoda Lishol. Et toc, en vérité, quand c'est écrit Mavoda Azot Lachem, la Torah, elle a donné une très bonne réponse. Tu diras Zevar Pesar ou Lachem. Pourquoi les maîtres qui ont rédigé la Haggadah ne disent pas ce qui est écrit et répondent ce qui est écrit ailleurs? C'est No Yoda Lishol. Bien qu'en vérité, ce qu'ils disent, ça signifie quelque chose. Oui, à la sortie d'Égypte, Dieu a fait pour moi et pas pour toi. Ça a un sens. Mais la Torah a donné une autre réponse qui est bien. Pourquoi? Vokashia, et si toi tu dis Bavourze Asha Hashem Li, que toi tu veux dire sur le Racha, alors pourquoi la manonirtam shadbo qui m'a khata sheno yodalishol irtov etzlo Bavourze Asha Hashem Li velolo. Alors si tu dis que Bavourze c'est par rapport au Racha, alors le pauvre qui n'a pas posé de question, pourquoi tu lui tombes dessus avec la réponse du Racha?
Et si tu dis lachem velolo, achinami nidrash et chacham. Alors dis aussi, ça, tout le monde pose cette question. Au sujet, le chacham il a dit Ma'edod vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Pourquoi il a dit vous? Parce qu'il y a aussi lui remonter les bretelles. Ça, ce sont les questions. Ce sont les questions. Est-ce que nous sommes dans une empathie par rapport à cette question? Est-ce que on est, est-ce qu'on est mal? Est-ce que tous et toutes qui écoutez là, vous êtes mal? Animal, on est mal. Animal, on est mal même. Oui. Ariel, c'est Ariel Oyon. Il est mal, Ariel, là, il se sent mal en écoutant le Maharal. Ça rime en plus. Non? Noé, tu vois le problème? Oui, mais en fait, moi, j'ai eu un problème avec Internet. Donc, je veux... Ah, ça a coupé au moment où vous avez répété. Donc, je veux bien. alors regardez, je reprends succinctement. Je reprends pour qu'on travaille ensemble. Hein. Bien. Le Chacham, C'est bien elle, voyons. Je suis désolé, je n'arrivais pas à enlever mon micro. il n'y a pas de problème. Mon mute. Alors, je reprends les questions claires. Le Chacham, Ma'edod, Vachukim, Vamishpatim, Asher Tiva, Hashem Elokeinu Etrem. Il y a deux problèmes par rapport au Chacham. Sa question ne parle pas de Pessar du tout. Spécialement, une question générale sur tous les mitzvot. Certes, la Torah répond dans Parashat Ve'etranan. Tu sais pourquoi on a tous ces commandements? Parce que Dieu nous a sortis de la maison d'esclavage. Il nous a sortis de l'esclavage et il nous a sortis d'Égypte. C'est pour ça qu'il nous a donné tous ces commandements. Ah, la réponse, elle est très bien. Elle a à voir avec la sortie d'Égypte. Or, stop, les maîtres qui ont rédigé la Haggadah rapportent quelque chose qui n'est pas cette réponse. Ils ont mis quoi? Ils ont dit, on lui rapporte l'histoire de la Ficomane. Va faire ton lot, tu lui dis qu'il chot à Pessah. Selon la halachot de Pessah, elle m'a tiré, mais ça, c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. De plus, si le rachat, c'est une question très classique, il remonte les bretelles parce qu'il dit Ma'avoda azot lachem, lachem velolo. C'est quoi ce service pour vous? Comme s'il s'excluait. Le Chacham, et qu'on le reprend là-dessus, le Chacham aussi dit Ma'avoda vachukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem, vous a ordonné. Alors, tel qu'à dire, quoi, tu t'exclus? Pourquoi donc? Pourquoi on ne lui remonte pas les bretelles? Deuxièmement, la question du rachat dans la Torah, c'est dans Parashat Bo, c'est Ma Avoda Azot Lachem. Quel est ce service pour vous? Et la Torah répond, tu lui diras, Bechozekriad Hashem Otzianu Mimitzrayim. Ze Pessar, verset dit, Zevar Pessar ou l'Hachem, c'est un sacrifice de Pessar pour Hachem, car il a sauté sur les maisons de nos pères en Égypte. Pourquoi, dans la Haggadah, on ne répond pas à ce qui est écrit dans la Torah, et on lui répond la réponse que ce qu'on dit au fils Sheno Yodea Lishol. Et au Sheno Yodea Lishol, on répond Bavourze. Si cette réponse Bavourze à sa Hachem li velolo, pourquoi on donne cette réponse au rachat? Et si c'est la réponse adéquate au rachat, pourquoi la Torah donne-t-elle cette réponse à celui qui ne s'est pas posé de questions? Voilà, ça c'est toutes les questions, toute la liste des questions du Maharal. Ok. Réponse. Da. Sache. Quatrième ligne avant la fin de la colonne. Da. Kikol elu arba banim tamid maskir yetziat. Sache que toujours ces quatre fils mentionnent toujours la sortie d'Égypte. גם כן החכם השואל על כל המצוות, מה העדות, החוקים משיב לו. En vérité, ces quatre passages sont liés à la sortie d'Égypte.
D'ailleurs, c'est ce qu'on répond au fils Racham dans Parashat Vaïtranan. Mais Shivlo Avadim, on répond, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Rotzelemar, c'est-à-dire, on passe à la page Resh Lamed Bet. Rotzelemar. Vetrila, Ainu Avadim, les Paro. Au début, nous étions esclaves à Pharaon. Veotzi Akadosh Baruch Hu, Otanu, Misham, Yot Avadim, l'Akadosh Baruch Hu, le Kayem et Mitzvotav. Vezeu, Veyotzi Anu Hashem Elokim. La réponse au fils Racham mentionne le cœur de la sortie d'Égypte. Nous étions esclaves à Pharaon. Dieu nous a sortis de là pour être serviteurs de Dieu, pour accomplir ses commandements. C'est ça. Dieu nous a sortis, nous a donné ses commandements. Nimsa, qui yetziat mitzraim iteshuva leben haram gamken. Ça, c'est ce qu'on avait mentionné la semaine dernière. On avait assez insisté là-dessus que la première réponse du fait, qu'est-ce qui fait que nous avons ces commandements de la Torah, c'est la gratitude infinie que nous avons par rapport à Dieu qui nous a sortis de la maison d'esclavage, pour que nous soyons les serviteurs d'Hachem. Parce qu'en vérité, on est, comme si on pouvait dire, acquis à Dieu. On n'a pas de... C'est comme quelqu'un qui allait, si vous voulez, qui allait mourir. L'autre le sauve de la mort. Il a une gratitude totale. C'est pas oui, j'ai une certaine gratitude à ton égard. Non, c'est une gratitude totale. Donc, il me demande quelque chose. C'est pas je le fais peut-être oui, je le fais peut-être non. C'est la base de Torah Mitzvot, c'est qui nous a sortis de l'esclavage. Donc, c'est la réponse véritable à la question du Chacham. Umeachar, qui a teshuva, i leben achacham, sheotzi akadosh baruch hu et Israël mimitzraim. Étant donné que la réponse du fils Chacham, c'est Dieu nous a sortis d'Égypte. Mizeteda, de là tu peux savoir, qui mitzvah lachir leben achacham shanu mochayim le saper mitzvah mitzraim. Ou le farsem ota zebela yetziat davka. Donc ça veut dire, ce qui veut dire, alors regardez, hein, on fait un travail collégial, hein, c'est moi je propose, vous pouvez disposer. Hein. Alors, on voit dans la Torah que qu'est-ce qui, le Chacham, il dit, nous avons beaucoup de commandements. Il y a des mitzvot, c'est-à-dire des mitzvot, des commandements, il y a des décrets, il y a des mishpatim, il y a des lois entre l'homme et Dieu. Ça, c'est les mitzvot. Les mitzvot entre l'homme et Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas d'un abord premier, ce sont les décrets. Et il y a aussi des lois qui ont des impacts sociaux dans la Torah. Il y a plusieurs types. Mais quelle est la base? Le Chacham veut dire, mais quel est le tronc commun de ça? Qu'est-ce qui fait que ça m'engage, tous ces commandements, tous ces décrets, ces lois? Quel lien j'ai avec ça? Le lien, c'est la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. On est esclaves, nous a sortis d'esclavage. Et par ce fait-là, nous sommes les serviteurs d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il nous a ordonné tous ces commandements. Donc, tu comprends bien que le Chacham, il faut le mettre dans la sortie d'Égypte. Quand ce soir, nous allons parler de la sortie d'Égypte, donc le Chacham, il faut le signaler dans le récit de la sortie d'Égypte, dans le Sipour Yetziat Mitzrayim, il faut le mettre une place au fils Racham, puisque la réponse montre que c'est la seule réponse véritablement appropriée à sa question. Donc, le soir de la sortie d'Égypte, il faut intégrer le fils Racham. Ve'od, kinilmad satou min hamefurash.
Maintenant, de plus, apprenons ce qui n'est pas explicite à partir de ce qui est explicite. Kivan shebeben sheno yoda lishol nema vigata lebinra bayom hahu bavorze asa Hashem li betzeti b'Mitzrayim ze nema beferush etzel mitzvat matzah shenema matzot yachel shivat yamim vigata lebincha vuadin bechol labanim en hamitzvah lashiv elav וללמדו רק בלה יציאה שבוחריו לספר את יציאת מצרים ואז שמורה כדי לפרסם את יציאת מצרים לקר עושים שינוי כדי שיראו התינוקות שאלו כי בלה יציאה המצווה דווקא. Alors, il veut dire, étant donné celui qui ne s'est pas posé de question, c'est écrit, tu raconteras à ton fils, le soir on mange matzah, Pessah, matzah au maror. Le soir, on mange Pessah, matzah au maror. La Torah nous dit, tu racontes à ton fils la sortie d'Égypte. Le soir, on mange Pessah, matzah au maror. La Torah nous dit, tu racontes à ton fils, même s'il n'a pas posé de questions, tu dois l'inciter à faire qu'il se sente interrogé, concerné. Donc, si par rapport à celui qui ne se pose pas de questions, le soir, on mange la matzah, il faut le faire participer. Raison de plus que celui qui est chacham, il faudra lui parler le soir du Seder. Parce que lui, il s'exprime. Mais à quel moment il faudra lui répondre? On apprend, raison de plus, Satou Mena Mefourash. Ça, c'est ce qu'il dit le mariage. Omnam. Oui. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris le raisonnement là. C'est un peu en mode pirouette. Oui. Pas mal. Je vois qu'il y a des références. Il y a des références poétiques là dans la salle. Alors. Le Ben Chacham, il est dans Parashat Vaetranan. Là-bas, ça ne parle pas de Pessah. Dans sa question. Par contre, la réponse, oui, ça parle de la sortie d'Égypte. Le verset dit, quand ton fils te posera la question plus tard, c'est quoi ces témoignages, ces décrets, ces lois? Je me trompe pas, c'est pas mitzvot. C'est quoi ces témoignages, ces décrets, ces lois? Que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Tu lui répondras, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, et Dieu nous a sortis d'Égypte avec une main forte et nous a ordonné tous ces commandements. Donc tu vois que la réponse adéquate au Chacham, le Chacham, il ne vient pas attaquer, eh bien, c'est quoi le moteur de tous ces commandements dans leur diversité? Il n'y a pas qu'une sorte de commandement. Il y a des témoignages. Prenons un exemple. Shabbat, fête, Brit Mila, circoncision, les téphilines, ça s'appelle Edot, témoignage. Shema Israël aussi s'appelle témoignage, puisque dans Shema Israël, là, il y a le Aïn est écrit en grand et le Daet est écrit en grand. Ça s'écrit Ed, témoignage. Il y a des commandements qui sont des témoignages. Il y a des décrets, c'est-à-dire des mitzvot dont l'explication n'est pas du tout apparente. Et il y a des mitzvot, donc on comprend très bien la portée. Ne pas tuer, ne pas prêter intérêt, ne pas exploiter son ouvrier, de payer en temps et en heure. Ça, on comprend. Voilà. Bien. Respecter les parents, on comprend. Ça s'appelle des mishpatim. Maintenant, on lui répond, tu sais, pourquoi on est engagé par tout ça? Parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc on voit que ça va à la sortie d'Égypte. Donc le soir, on va partir à la sortie d'Égypte.
il est légitime que soit présent la problématique du Chacham et la réponse. Bien. Deuxième réponse, pourquoi le Chacham, on en parle le soir du Seder? Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas posé de question, le soir du Seder, il faut lui parler. Tu sais, on mange la matzah, on mange le Pessah, on mange les herbes amères, parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc, si déjà, celui qui ne pose pas de questions, il faut lui raconter la sortie d'Égypte. Et même, au niveau de la tradition de nos maîtres, il faut faire des signes, des choses qui l'interrogent le soir du Seder. Il faut faire des chinouilles, dit le Maharal, qu'il y a des moments, par exemple, on enlève le plat de la table, on cache la matzah, pour qu'il s'interroge, il dit qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi ce soir c'est différent des autres soirs? Si déjà il faut s'occuper de celui qui ne pose pas de questions, ce soir-là, raison de plus, celui qui pose des questions, qu'il faudra lui répondre ce soir-là, il faudra s'adresser à lui. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. C'est clair? Okay. C'est bon, vous êtes d'accord que c'est ça ce qu'il dit le Maharal pour les paysans distingués? Ça voudrait dire que, comme on va faire à celui qui ne pose pas de questions, la réponse que normalement dans la Torah, on aurait fait au Chacham, on ne va pas, du coup, au Chacham faire la même réponse, on est obligé de lui parler de la picomène ou d'autre chose, même si ça… Non, toi, tu anticipes. C'est tout à ton honneur, mais ce n'est pas ce qu'il dit le Maharal. Il n'a pas répondu encore, le Maharal, à pourquoi on intervertit. Voilà, c'est ça, tu anticipes. Hein. Mais par contre, regardez, je trouve intéressant, maintenant, ça me fait penser quelque chose, parce que instinctivement, moi, je ne dirais pas ce que dit le Maharal. Prenons un exemple. Disons que le confinement, il s'arrête. Ouais. Le confinement. Moi, d'habitude, grâce à Dieu, tous les ans, on a pas mal d'invités. Des fois plus, des fois plus que moins. Pas mal d'invités. Alors, dans les invités, tu en as qui ont l'habitude de faire le Seder. Et il y en a, c'est pas rare, c'est la première fois qu'ils font le Seder. La tendance est à s'adresser, moi, instinctivement, de s'adresser à celui qui débarque, vous voyez. Moi, j'aurais tendance à m'adresser, excusez-moi l'expression, au cancre, plutôt qu'à l'érudit, le soir du Seder. Or, le Maharal dit, si au cancre tu t'adresses, c'est sûr qu'il faut aussi s'adresser à l'érudit. Vous voyez, c'est quand même intéressant. La différence, c'est que l'érudit ici pose la question. Oui, mais il a posé une question qui n'a rien à voir spécialement avec le soir du Seder. Est-ce que l'on peut pousser cette analogie en disant que, en quelque sorte, celui qui ne sait pas poser de questions et le sage partagent la réponse ou un élément commun de réponse, mais pas la question. Ce qui les distingue, c'est de ne pas partager la question, mais de partager la réponse. Non, mais c'est pas la même réponse dans la Torah, Marc. C'est pas la même réponse. C'est presque la même réponse. Regarde, ce que tu s'il te plaît, fais-moi plaisir pour mon anniversaire. C'est pas mon anniversaire, mais c'est pas grave. Imaginons que c'est mon anniversaire. Mais si c'était mon anniversaire, tu m'aurais fait plaisir essayons de comprendre ce que dit le Maharal. Dans un deuxième temps, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que tu dis. Mais j'essaie là, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Lui, le Maharal, il dit comment ça se fait que on introduit le fils Racham dans la Gada le soir du Pessah,
quand sa question ne touche pas spécialement à Pessah. Il donne deux réponses, qui sont deux réponses différentes. La première réponse, c'est que la réponse de la Torah est complètement impliquée dans ce qui se passe à Pessah. Donc il est légitime que le soir, on sort à la liberté, qu'on intègre le fils Racham. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, qui me semble intéressante et pas intuitive, c'est que puisque celui qui ne pose pas de questions, la Torah t'investit de lui raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah, d'où est-ce qu'on sait que la Haggadah de Pessah, la mitzvah de raconter, c'est le soir de Pessah, parce que c'est écrit Vigata le binra bayom haolemor bavourze. Bavourze, la Haggadah dit Lo amarti ela besha'a chez Pessah matzah ou maror murnachim le fanecha. Je n'ai dit qu'au moment où il y a la matzah, le Pessah ou maror devant toi. Donc, celui qui n'a pas posé de question, tu lui racontes la sortie d'Égypte et l'impact de la sortie d'Égypte. Donc le Chacham qui lui s'intéresse, raisonne plus qu'il faudra s'adresser à lui. Mais ce raisonne plus, Rabotai, n'est pas intuitif. Mais il n'est surtout pas nécessaire. Je veux dire, s'il y avait Vigata Levincha, que le fils pose une question ou pas, si on raisonne en termes de j'ai la mitzvah ou j'ai pas la mitzvah de raconter ce soir-là, le raison de plus n'est pas nécessaire. C'est pas raison de plus. C'est moi je rajoute. Il dit il mat satou minam fourach. Puisqu'on doit s'adresser au Chacham et qu'on voit celui qui n'a pas posé de question, c'est ce soir-là. J'apprends que le Chacham qui pose la question, c'est ce soir-là qu'il faut lui parler. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une raison de plus. Il faut s'adresser au Chacham. Il faut s'adresser au Chacham. Parce que Torah et mitzvot ne suffit pas en tant que tel. Si vous voulez, il y a un gros problème. Et c'est ça un des impacts de la sortie d'Égypte et de la réactualisation de la sortie d'Égypte. C'est que l'enjeu de Torah ou mitzvot, comme toute chose humaine, à un moment, ça se fige et ça devient un rituel. Et le pourquoi de ce rituel, la pertinence de ce rituel, ça part en cacahuète. Même pour le Chacham, c'est ce que mon maître Rav Abitbol, il dit, qu'il y a le talmudiste le talmudiste a un grand... Chacun a des problèmes. Mais le problème du talmudiste, c'est de devenir... Comment on appelle ça? J'ai le mot sur le bout de la langue. Blasé. Pas blasé. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Dans la routine, routinier. Non, pas routinier. Une seconde. Habitué. Dans une école, il y a un langage. À l'université, il y a un langage. Ça devient. Non, courant. Pas courant. Non. Familier. Expert. Oui, expert. Érudit, quoi. Il devient académique. Le spécialiste. Il devient spécialiste. Voilà. Il y a un mot que j'emploie souvent, mais il m'échappe. Expert. Dans une école. Une élite. L'élite. Une école. Un discours. Dogmatique. Académique. Académique, voilà, académique, voilà, c'est le mot. Académique. Il devient académique. Ça c'est l'une des grandes préoccupations dans l'enseignement de Rav Abitbol, qu'à un moment, ça devient académique. Ça, c'est le problème du Chacham. Il est expert, vous l'avez dit, tout ça, chaque mot
est tout à fait dans le sujet, il devient expert, il devient académique. Quand tu deviens académique, c'est mort, c'est foutu. C'est splendide, mais c'est mort. Donc le sujet, c'est pas de répondre à sa question en soi, c'est de ramener sa question à la sortie d'Égypte. Voilà, c'est ça. Le sujet, c'est même la Itrachut, le renouvellement. C'est ça. En faisant une problématique existentielle de l'esclavage, on était esclave. C'est pas une réponse. Alors, ce qui va être bizarre, c'est que la réponse de la Torah, elle est sympa. Eh ben, on va lui répondre qu'il rote à Pessah. Alors là, il est académique, on dirait qu'on va encore plus le mettre dans son spécialiste. Hein? Ok. Gérard, si tu, Oui. si tu me permets, je trouve que c'est un peu. Ça va à l'envers. C'est le Chacham, il va choisir sa question à un endroit où, après beaucoup de Chouki, Médot, etc., la réponse donnée par la Torah, c'est la centralité de la sortie d'Égypte. Le Chacham, il connaît ce verset-là, il va justement chercher ce passage-là pour montrer qu'il a compris la centralité de la sortie d'Égypte par rapport à toutes les mitzvot. Et la réponse qu'on lui fait, elle a l'air quand même bien, pas anecdotique, mais bien précise. Ça pose un problème, je trouve. À travers sa question, il a compris la centralité pour toutes les mitzvot de la sortie de l'esclavage. Et la réponse qu'on lui fait, elle le ramène à une halakha bien précise. Et ça mérite un peu, ça pose problème. D'accord, on va voir. Ok. Qui c'est qui vient de parler là? Mathias. Ok. D'accord. Ok. On va voir. Ok. Bien. Alors, maintenant. Alors, Kivan, je reprends. Kivan, chez Beben, chez Noyode Alishol, étant donné qu'au sujet du fils qui ne s'est pas posé la question, c'est écrit, tu lui raconteras. Zenema Beferushetsen Mitzat Matzah, c'est écrit explicitement au sujet de la Matzah. Zenema Matzot Yachel Shivatam Vigata le Bincha. Voadin Bechol Abanim, je déduis que dans tous les fils, En a mitzvah la shivelav, la mitzvah de lui répondre, ou le lamdo, c'est la nuit de la sortie. Chez Mechoyav, le saper Tzia Mitzraim, Vazou Mechoyav, il a l'obligation, qu'aider le farsem Yetziat Mitzraim, de promulguer la sortie d'Égypte. Le car, Osim Shinouy, ont fait des choses qui changent, qu'aider Shirou Atinokod, Vishalou, pour que les enfants voient qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et posent la question. C'est la nuit de la sortie qui a la mitzvah de raconter. Omnam, ma shezacha atorah shela tachacham bechol mitzvot. Ce que la Torah a mentionné, la question du chacham de manière générale. Shela tarasha davka etzel pesach. La question du rachat, c'est Ma'avoda Azot Lachem. Ça parlait de Pessah. Chez la Tatam, la question du simple, ou du parfait, si vous voulez, par rapport à Arefat Peter Chamor, au sujet de briser la nuque de l'ânon, comme on l'a vu la semaine dernière. Chez nous, il y a des choses, Etzel Matzah. La question de celui qui ne s'est pas posé de question, sur le sujet de la Matzah, enfin, c'est un peu bizarre. Il n'a pas posé de question, mais c'est au sujet de la matzah. Le fi chez Kol Echad, Zacha Atorah Bimkomo Ara Ulo. La Torah mentionne l'attitude de chacun à l'endroit qui lui est spécifique. Kimi Sheno Yoda Lishol, Mipne Eno Yoda Davar. Celui qui ne s'est pas posé de question, Mipne Sheno Yoda Davar. Il ne sait rien. Par exemple, il y a des gens, en vérité, ça peut être aussi parfois une qualité. Il y a des gens, ils n'osent pas poser, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pourquoi je parlerais? Je ne sais pas. J'écoute. C'est aussi une attitude. Et puis, on parlait de ça dimanche, on parlait de l'importance de la parole. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? Alors,
il y a aussi on voyait la qualité justement de Moshe Rabbeinu, c'est de ramener le fait qu'il avait une difficulté à parler. J'avais pensé à ce passage-là quand vous en avez parlé, parce que justement, c'est la qualité, entre guillemets, c'est le revers du défaut de Le l'enfant défaut qui de ne la sait pas qualité, la parler. qualité du défaut. C'est qu'en réalité, il y a peut-être derrière quelque chose, il y a une grande qualité. Absolument. Absolument. Et puis, Shtika Keoda, alors, c'est peut-être une chorma là-dedans, de rien dire. Donc, il y a quelque chose à chercher, voilà. Oui, alors, c'est intéressant. Kimi sheno yodea lishol, celui qui ne sait pas poser le question. Mipne sheno yodea davar, parce qu'il ne sait pas parler peut-être. Et no yodea daber. La mitzvah, il s'appelle. Or, la mitzvah est de raconter, le farsem yetziat mitzrayim, de promulguer la sortie d'Égypte la nuit où on sort. Le car kava torazé etzel matzta. Oui, très bien. Oui. Ce que tu dis, Yochanan, c'est tout à fait dans le sujet. C'est magnifique. Khazak. Pourquoi le Eno Yoda Lishol, c'est au sujet de la matzah. Or, tu as fait le lien avec ce que nous avons vu hier matin. La matzah s'appelle l'echemoni, le pain où on parle. Et alors, bon, ça, c'est ce qu'on avait développé hier matin. Je ne vais pas plus le développer, mais il y a la possibilité d'un échange. Ça, c'est ce que Maïmonide dit. Dans les lois relatives à Hametz Matzah du Seder, je crois que c'est le 6e chapitre des lois de Hametz Matzah, quand Maïmonide parle du Seder, que raconter la sortie d'Égypte est une réactualisation de la sortie d'Égypte. Parler de la sortie est une réactualisation. Comment? Le fait qu'il y ait une parole qui s'exprime, la possibilité d'une parole, la possibilité d'un échange, c'est une réactualisation de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Or, je reprends ce que tu dis, Yochanan, celui qui ne parle pas, il a peut-être des choses à dire. Entre parenthèses, la plupart qui viennent à cette étude connaissent mes défauts, donc je les assume plus ou moins. Je vous suggère de voir un film de Jerry Lewis. Vous connaissez Jerry Lewis? Timor Youssef? Oui, bien sûr. Oui. Mathias? Mathias, tu connais Jerry Lewis? Tu t'adresses aux plus vieux, si je vois bien. Merci. Le virtuose. Alors, le Jerry Lewis, réalisateur. Comment dire, il y a un film, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je crois que c'est Jerry Lewis au Palace. C'est un film sublime. Il dure 1h30, il ne dit pas un mot. Il est comme ça. Et à la fin, après des catastrophes, des trucs invraisemblables qui ne riment à rien, complètement n'importe quoi, au bout d'1h30 de catastrophe, il y a le patron de l'hôtel, du palace, il lui pose une question et Jerry Lewis, il répond. Et le patron lui dit, mais tu parles? Il dit, oui, on ne me demande jamais rien. The end. Ce film, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Ma vache, c'est le Seder de Pessah. Ma vache, c'est une thérapie. C'est le sujet. Ça veut dire, il y a des gens, ils savent, ils ont des choses à dire, ils ne savent pas parler. Ou alors, on n'a pas la patience
de donner la possibilité de les écouter. Et dit le Maharal, excusez-moi ce hors-piste, mais moi j'ai besoin, quand j'étudie du Maharal, de faire du hors-piste pour rentrer, parce que comme c'est profond, il faut un peu dire un peu n'importe quoi pour rentrer dedans, que c'est la maths, on répond au chez Noyode Alishol, il dit on répond, mais là, il n'a pas posé de question. Le dingue du palace, merci Noé. Le dingue du palace, un chef-d'œuvre absolu. Il faut réhabiliter Jerry Lewis, vite, avant que le monde s'écroule. Yosef Levitch. Comment? Absolument. Il faut réhabiliter c'est notre maître, Jerry Lewis. C'est-à-dire, j'ai plusieurs sources d'inspiration. Bien évidemment, Mr. Bean, mais plus que Mr. Bean, c'est Jerry Lewis. J'avoue. Ça nous a permis de rentrer dans le Maharal. Regardez, je reprends. Regardez les mots du Maharal. Est-ce que, quand je le lis comme ça, j'ai l'impression que c'est une coquille? J'ai l'impression que l'éditeur, il s'est trompé. Je reprends, regardez. Sheelat, donc il dit chacun sa question est à l'endroit qui lui est spécifique. Le rachat, c'est par Apessa. Le tam, Arifat Peter Hamor. Sheela Sheno Yode Alishol Etzel Matzah. Regardez cette phrase. La question de celui qui ne s'est pas posé de question est à côté de la matzah. Mais il n'a pas posé de question. Tu ne peux pas dire qu'il a posé de question puisqu'il n'a pas posé de question. En première lecture, moi je dirais la paracha de celui que je dirais, là c'est une erreur de typographie. Mais de notre échange là, comme ça en remuant, et de la remarque de Yochanan, je pense que ta remarque permet de comprendre. Il parle pas, il pose pas de questions. Mais il a oui une question, mais c'est pas la dire. C'est par rapport à la matzah. Il ne sait pas la dire, mais il a une question. Il ne sait pas la dire, mais il a une question. Le fiche kol echad zacha à Torah b'makom b'mkomo haraoulu. Ki mi sheno yoda lishol, mipnei sheno yodea davar. Il ne sait pas parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de question. La mitzvah, il s'appelle le farsem yetziat mitzrayim belayla yetzia. Il y a mitzvah de raconter, de promulguer, sans dire le karkava Torah zet matzah. Car la matzah, le farsem yetziat mitzrayim kemo shartu v'amarta ela bavorze lo amarti le b'shah sheyesh matzah marom olem lefanecha. C'est-à-dire, tu lui diras, c'est pour faire cette mitzvah-là que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc ici, on met en exergue la matzah. Omnam, atam, shushel me'atzmo. Maintenant, le tam, il pose la question par lui-même. Veno shoel rak asher ire shinouy. Il ne voit que lorsqu'il y a quelque chose qui change. Imlo ire shinouy eno shoel. S'il ne voit pas de changement, il ne pose pas la question. Le fikar, kava, atora, shelato, etzel, peter, chamor. C'est pour ça, comme nous avons dit la semaine dernière, que la question du tam mazot, c'est au sujet du moment où on brise la nuque de l'ânon premier-né. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment surprenant. C'est vraiment invraisemblable. Donc là, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui sort de la logique et du sechel, de briser la nuque gratuitement. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais Shoel al-Shinouy Mazot, il pose la question, c'est quoi? Le Fikar Anutzrim, la Sot Gamken, c'est pour ça, le soir du Seder. Alors là,
quand on fait le Seder de Pessah, c'est très important, c'est une mitzvah de faire des choses qui interrogent les convives, en particulier les enfants. Par exemple, on cache la matzah du milieu, enfin une partie de la matzah du milieu. C'est écrit dans les Haggadot que le plat du Seder, on l'enlève. Moi, plusieurs années, maintenant mes enfants ils connaissent ça par cœur, donc c'est plus un chinouille. Cette année, il faudra que je cherche qu'est-ce que je vais faire. Parce que chacun il a une assiette. À un moment, j'enlève les assiettes. On dit, mais pourquoi? On n'a encore pas mangé. Pourquoi tu enlèves les assiettes? Pourquoi tu enlèves les... Mais on n'a pas mangé. Là. Pourquoi tu enlèves les assiettes? Vous voyez? Alors, il faut, mamash, c'est une mitzvah de chercher quelque chose qui interpelle. C'est pour ça qu'il y a plein de choses. On fait Netilat Yadayim sans bracha, sans bénédiction sur le karpas. Ce sont des choses pour interpeller. Pour que l'enfant qui est tam pose la question. Le karkava Torah shelat sheno yoda lishol etzat arifat peter chamor. C'est pour ça la Torah a fixé la question du tam au sujet de briser la nuque du lanon. Venadavar ma shekatav ki shalcha binra mechobar elafat peter chamor davka. Maintenant, la question n'est pas que liée au brisage du nuque de l'anneau. C'est l'omar kasher ire bincha shinui ma bemitzvat pesa matzah maror kemo sheu shinui ze shel arifat peter chamor yomar mazot. C'est-à-dire de la même manière que on voit là-bas que lorsque l'enfant sujet de briser la nuque pose la question, on lui répond la sortie d'Égypte. On a vu que le soir de la sortie d'Égypte, il faut parler de la sortie d'Égypte. Alors on le parlera de la sortie d'Égypte, pas strictement par rapport à la Rifat Peter Chamor, mais de manière générale par le fait que ce soir-là, il a vu quelque chose qui sort de l'ordinaire et te demande qu'est-ce que c'est. Kolze Utshuva Letam, Asher Ishal al mitzvat Pesa Matzah Marok, Asher Eshinui bemitzvot Pesa Matzah Marok. Ishal Mazot, qu'est-ce que c'est? Donc il faut faire un chinouille. Il dit mitzvah la seule chinouille, ça fait partie de la mitzvah. Ve'ut shuva letam kasher u shoel am mitzvot pesar maror. Comme quel kemo shut shuva la revat. Aval ben achacham, mais le fils chacham, en sarir elav chinouille. Le fils chacham n'a pas besoin d'un chinouille, bli chinouille ou shoel. Sans qu'il y ait un changement, il pose la question. Le fikar kava Torah shelato pas la mitzvot. Mais lui, il a une question, c'est vrai, comme dit l'autre, il se pose toujours des questions. Donc là, c'est pour ça que la question du chacham se trouve à un autre endroit de la Torah, pas spécifiquement par rapport à Pessah, mais par rapport au Edot, Chukim, Mishpatim. Ken shelato davka al mitzvah zon miyuchedet. C'est pas ça qui l'interpelle spécialement, mais il s'interpelle de fait. Parce que une mitzvah spécifique, c'est le fils Tam, Shusholel al mitzvah miyuchedet, du fait du changement. Aval hachacham shoel al kol mitzvah. Le fikar zacha Torah shalto bechol mitzvot. Quand seulement kasher shoel a Pesach matzah maror, en shalto al mitzvot bema sheore davar shinui. Rak shoel al mitzvot des dates lamatz. Pourquoi Dieu nous a ordonné? Ven chiluk kalav ben mitzvah zol et mitzvah chiret. Velu kavat Torah ashela al mitzvah Pesach maror. Si la Torah avait fixé la question du chacham par rapport à Pesach matzah maror, alors j'aurais cru que là, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécifique, quelque chose qui change. Or, ce n'est pas quelque chose qui change. C'est, si vous voulez, il a une exigence. Ça vient de lui, ce n'est pas de l'extérieur. Le chacham, ça vient de lui. En inyanze shela tacham shelo shoel ashinukla. Ah maintenant, pourquoi la Torah a fixé la question du rachat, ma avoda azot lachem, par rapport au Korban Pessah?
Ça, c'est une question intéressante. Je reprends cette question. Là, le Maharal demande maintenant si nous avons trouvé le tam, c'est par rapport à quelque chose qui change de l'ordinaire. Le Sheno Yod Alishol, c'est par rapport à la matzah, comme on l'a dit. Le Chacham, c'est pas. Le Chacham, si vous voulez, c'est comme dit, une fois j'ai vu un livre sublime qui s'appelle Le Tomer de Vora de Rabbi Moshe Cordovero, il dit la Chochma est en toute chose. Tu n'as pas une chose, tu n'as pas de Chochma. Tu peux discuter de n'importe quelle activité, dans n'importe quelle activité professionnelle. Par exemple, tu es quelque part avec des gens, tu t'ennuies. Tu poses une question avec ton voisin sur son métier, tu vas voir, c'est super intéressant. Il n'y a pas une activité où il n'y a pas de la chokhma. La chokhma n'est pas limitée à un domaine, elle est dans toute chose, tout domaine. Il y a quelqu'un qui s'occupe des plantes, il y a quelque chose d'infini. Quelque chose, il s'occupe des poubelles, et les poubelles, c'est recyclage des détritus, c'est un univers infini. Tout. La chokhma, elle est dans toute chose, elle n'est pas limitée. Il n'y a pas un domaine intéressant, un domaine pas intéressant. Tu peux avoir un domaine qui t'intéresse toi, mais la connaissance est dans toute chose. Donc c'est pour ça que la question est générale. Elle est précise, mais pas par rapport à Pessah strictement. Ça, c'est la chokhma. Maintenant, pourquoi le rachat, c'est par rapport à Pessah? Ça, on n'a encore pas répondu à ça. Et Kava Shelat Aracha à la Pessah. La Torah a fixé la question du rachat par rapport à Pessah. Mipne Shapessah I Avoda l'Hashem Yitbarach. Car le Pessah est un service par rapport à Dieu. Kedirtiv, comme dit le verset. Vaya kitavu el haaretz ushmartem et avoda azot. Ça sera, comme dit le verset dans Parashat Bo, quand vous viendrez dans la terre et que vous respecterez ce service. Vaya ki yomru alechem bederem ma'avoda azot lachem. Le Chacham s'éveille par le fait qu'il voit que nous servons Dieu. Are ou shoel à la voda et koferba. Il pose la question sur le service et il refuse. Caché ou shoel belal pesar à la mitzvot ou shoel metzal shamitzvot et mavoda. Son problème, c'est que alors regardez ici, ça c'est une question. C'est une question très importante. Question très importante, c'est quoi le concept de avoda? On était esclaves en Égypte. L'esclavage s'appelle eved. Et le service de Dieu, ça s'appelle avoda, du type de eved. Comme il a dit le Maharal plus haut, Dieu nous a sortis de la maison d'esclavage pour qu'on soit eved d'Hachem. D'ailleurs, au début du livre de Josué, Dieu appelle Moïse, le plus grand compliment qu'il fait à Moïse, Eved Hachem. Moshe Avdi. Moshe, mon esclave. Ça, c'est la dimension de Avoda. Dimension d'Avoda. Regardez, j'aimerais développer cette notion. Ça va? C'est bon? Ça, la pêche? Ouais, super. Ouais. Ouais, y va la pêche? Wesh la pêche? Antoine, monsieur Antoine, on t'a pas entendu là ce soir. C'est vrai, mais c'est parce que j'apprends à parler encore. Ah, d'accord.
D'accord. Tu es dans l'humilité, là. J'essaye. Ouais. Alors, il y a un. Rav Abitbol introduit ce sujet de Avoda par une discussion dans le Talmud entre Abaye et Rava. Par exemple, il y a un interdit de Avoda Zara. Peut-être, si vous voulez, je vais prendre un exemple, plutôt prendre, parce que c'est un peu complexe qui rapporte Rav Abitbol, je vais prendre un exemple que le Maharal explique. Les Cananéens avaient un culte qui s'appelle le Molaire. Le Molaire, en français on dit le Moloch. Le Moloch. Il y a plusieurs aspects dans le culte du Moloch. Il y a un des aspects, c'est offrir à ce dieu Moloch, Molaire, sacrifier des enfants au Molaire. Sacrifier des enfants au Molaire. Quelqu'un qui a fait ce culte idolâtre, qui a livré ses enfants aux prêtres du Molaire, est condamné à mort. C'est écrit, celui qui donne de ses enfants au Molaire est condamné à mort. S'il donne tous ses enfants au Molaire, il n'est pas condamné à mort. Alors, ça paraît raison de plus. Si déjà quelqu'un, il a 5 enfants, il donne 2 de ses enfants au Molaire, il est condamné à mort. Quelqu'un qui donne ses 5 enfants au Molaire, raison de plus. Alors, le Maharal de Prague, dans le Béragola, répond comme ça. Que l'idolâtrie, c'est se soumettre à l'idolâtrie. C'est se soumettre à l'idolâtrie. Si quelqu'un donne tout à l'idolâtrie, il ne se soumet pas. Prenons un exemple. Quelqu'un, je vais faire un appel pour des pauvres. Bon, l'un il donne 100 euros, l'autre donne 50 euros, l'autre donne 200 euros, l'autre il donne 75 euros, l'autre il donne 26 euros. D'accord? Bien. Pour tout le monde, même quelqu'un qui a de l'argent, donner de l'argent, ça, c'est un effort. Pour tout le monde, c'est comme ça. Maintenant, quelqu'un dit, je donne tout mon argent. Là, il ne fait pas un effort, il se débarrasse. Il largue les amarres, si vous voulez. Il ne fait pas un effort. Il largue tout. Ce n'est pas un effort. C'est un, je ne sais pas comment dire, il largue tout. Il largue des amarres. Un soulagement. C'est un soulagement, oui, c'est un soulagement même. Il se débarrasse d'un joug. Le service, c'est un joug. Même, dit le Maharal, et ça c'est un grand thème dans l'enseignement de Rav Abitbol, que la voda, c'est un joug. C'est un joug. Le service de Pessah, c'est quelque chose qui se fait selon un protocole très précis, à une heure très précise, d'une certaine manière. On dit, mais pourquoi je ne ferais pas comme ça? C'est un joug, c'est une avoda. Même l'interdit d'idolâtrie, c'est prendre un autre joug. Mais si je me débarrasse de Dieu et je ne prends pas le joug d'idolâtrie, c'est peut-être de l'hérésie.
C'est de l'hérésie, mais ce n'est pas un service étranger. Comment? Oui? Couis-je? C'est un écho. Ah d'accord. Ok. Donc ça, c'est ce que dit le Maharal. Et donc, il dirait que le problème du rachat, ce serait la avoda. C'est la avoda, c'est ce qu'il dit. Ma'avoda. Et ça, c'est le Korban Pessah. C'est nifla, c'est extraordinaire. C'est sublime. Alors, on reprend. Ça, je ne sais pas, vous voyez, c'est pour ça que c'est vrai que c'est du travail. Ce qu'on fait, c'est du travail. Mais c'est quand on a fait une bonne séance, quand on rentre dans son univers, c'est vraiment, moi je trouve sublime. C'est d'une précision prophétique. Là, incroyable. Je reprends. Fait qu'ava shelata chacham à la Pessah. Les auteurs, non, c'est pas l'auteur, c'est la Torah. La Torah a fixé la question du rachat par rapport à Pessah. Pourquoi? Quel est le problème? ou avoda l'Hashem itbarach. C'est un service, c'est un joug par rapport à Dieu. Qu'est-il? Comme dit le verset. Vaya kitavo el haaretz ushmartem et avoda azot, vous servirez ce service. Vaya kiomro alechem ma avoda. Are ushoel al avoda. Son problème, c'est le fait qu'on est le joug. On fait quelque chose qui est un joug. Avec kofirba, lui veut pas. Et kacher ushoel belal pesar à la mitzvot. Quand il pose la question sur les mitzvot ou shouel, les mitzvot en cela que on est une soumission à Dieu. Il ne veut pas. On s'est posé la question il y a quelques mois avec Jérémy Lévy. Il s'est posé la question. On a eu un dialogue intéressant. Jérémy, bon, c'est quelqu'un de nos amis. Que quelqu'un va, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans une entreprise, vous me direz, quelqu'un, il va dans une entreprise avec des tatouages, des piercings. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines entreprises où ça ne passe pas. Mais il y a des entreprises, j'imagine que ça passe. Alors il m'a posé la question, est-ce que dans son entreprise, est-ce que c'est légitime de faire un effort, d'aller au boulot en kippa? Pourquoi quelqu'un qui aurait 2 piercings ou bien un petit diamant, tu n'as surtout pas le droit de dire quelque chose, et quelqu'un qui a une kippa, ça pose un problème? Pourquoi? Dites-moi. Nous, on se pose la même question, parce qu'on a tous nos copains, ils sont véganes, ce truc. Et c'est pareil, nos copains, ils disent, nous, on mange pas de viande. Mais moi, je dis, moi, je mange pas de porc. Voilà. Bah, là, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que qu'est-ce qui passe pas? Parce que tu rentres dans une tradition. C'est ce qui sous-tend qui passe pas. Voilà. C'est parce que tu ne fais pas ça par ta volonté comme ça, mais parce que tu te soumets à une tradition. Ça, c'est insupportable. C'est spécifique à la France, ça. Comment? Non. Oui, non, que je sais. D'accord. Non, c'est spécifique à la France, mais la France, elle a une tradition. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, c'est vrai. Non, mais c'est juste qu'ils détestent le religieux. La France, c'est l'universel. Non, la France, c'est le refus, c'est le refus d'un joug, refus d'un joug. C'est libre penseur. Non, on est en France, je parle de la France, hein, ici. Oui. C'est écrit sur le fond de tous les édifices publics, d'ailleurs. C'est écrit quoi? Liberté, égalité, fraternité, ça? Un truc dans le genre, ouais.
Ok. Non, mais Alors, c'est pas que la France, c'est une question de tradition aussi humaniste. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un courant de pensée. On le retrouve dans beaucoup de pays. Je veux dire, Seulement parce que c'est quand même aux États-Unis, il y a une police de la non, pensée. regarde, je ne fais pas une thèse de sociologie, mais le phénomène m'interpelle. Quelqu'un y vient avec une boucle d'oreille, oui. Tu n'as surtout pas le droit de lui dire ouais, il vient avec un catogan. Oui, surtout, chacun sa différence. Il n'y a pas de problème. C'est pas aussi bon. Bref, dans beaucoup d'entreprises, les gens se prennent quand même des réflexions. Je peux vous assurer. Ils se prennent des réflexions. Après, la problématique, c'est est-ce que j'assume ou est-ce que j'assume pas. Après, c'est aussi ça. Et sauf qu'en France, il y a beaucoup de juifs qui ne veulent pas l'assumer. Non, il va se prendre des réflexions. Il va dire ouais, je sais pas moi, le mec, il a une boucle d'oreille. On dit ouais, il est efféminé ou je sais pas quoi. Ok, chacun va faire. Mais regardez les musulmans, quelqu'un qui vient avec une kippa, ça ne sera pas la même chose. Comment? Les musulmans, ils assument complètement en France. Quand vous arrivez à l'aéroport en France, vous voyez les gens en djellaba, etc. Les musulmans n'ont pas de problème à l'assumer. Même dans les entreprises, ils l'assument. C'est parce qu'il y a une tradition juive française, notamment aussi, de ne pas montrer, de respecter ce côté laïque, etc. Donc, et que la société, elle change sous la pression des différentes communautés. Donc, aujourd'hui, on se pose ces questions-là, alors que les juifs français ne se posaient pas ces questions-là il y a 30 ans. Jamais on se serait posé la question il y a 30 ans, les juifs français. Jamais. On se la pose parce qu'aujourd'hui, on voit les autres qui ont accès à ça. Et pourquoi? Parce qu'ils s'imposent. Ils imposent leur mode de vie. C'est tout. C'est Marc qui parle. Ok, bon, d'accord. Mais en tout cas, le point ici, je reprends, et je pense que ça, c'est un point sublime dans le Maharal. Pourquoi la question que les maîtres de l'Agada appellent la question du rachat, c'est Mavoda Zot Lachem, le point, c'est l'Avoda Koferba. Le Fikar et l'Ouarba Bani Mechulakim et Shelatam, Belal Ayetzia. C'est pour ça, ces 4 fils, par leur question spécifique, le soir de la Yetzia. Achacham shoel metzad achokma shebo ala mitzvah, mitzvah chez mitzvah bilvad. Le Chacham pose la question sur la connaissance, sur la mitzvah, pas telle mitzvah spécifique, sur n'importe quelle mitzvah, pas sur sa spécificité, n'importe quelle mitzvah. Lo mitzvah chez mitzvah zod bilvad. Moi, je rajoute, parce que la chokhma, elle se trouve dans toute chose, elle n'est pas limitée. Le Tam pose la question sur ce qu'il voit. Quand il voit un changement, alors il pose la question. C'est pour ça qu'il faut faire des choses qui interpellent physiquement notre regard, notre perception le soir du Seder. Fikar shalato a mitzvah Pessar. Shehem Pessah matzah au Maroc haché reshinouy. Ce qu'on mange ce soir-là, kulotzli au kulo matzah, ça c'est le manishtana. Manishtana, c'est la question du tam. Là, il pose la question. Le rachat shoel kaché chez nous à mitzvot em avoda. On passe à la page d'après. Vono rotse be avoda konferba metzad ou shoel. C'est le côté qu'on se soumet au joug de Dieu. C'est cet aspect de la mitzvah. Le fikar et l'ouarba manim emecholakim shen ze passé. Le fikar kava à Torah kol echad bimkomo araoui. C'est pour ça la Torah a fixé à chacun sa place spécifique. Regardez, on s'arrête là pour le moment. On a, Baruch Hashem, bien travaillé. On a vu des choses absolument magnifiques. Et Bezrat Hashem, on verra les réponses la semaine prochaine. Donc, ça sera une seconde. Le mardi soir, c'est l'Avdika. Donc, lundi soir prochain, on aura encore la possibilité de voir
pourquoi les maîtres de la Haggadah n'ont pas mis les réponses qui sont dans la Torah, mais des réponses que les maîtres de la Haggadah ont concoctées spécifiquement. C'est ce que nous verrons. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bonne soirée. Bonsoir, merci. Et bonne chose à tout le monde. Et qu'on ait les amis, que ce confinement qui est unique en son genre, on puisse, qu'Hachem nous donne la ressource de vivre positivement dans la joie et dans apprécier le fait d'être avec les gens avec qui on est, avec nos proches, bien que je suis convaincu que parfois ça crée des tensions, et parce que d'être tout le temps dans les pieds les uns des autres, et bien qu'on arrive à supporter ces désagréments et les transformer en choses positives et en joie. Bezrat Hashem. Une bonne santé à tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Merci, Rav. Au revoir. Laila Tov.